Bonjour. Je suis à la maison Respire. Ce n'est pas Justine Hutto. Elle n'est jamais loin. Coucou tout le monde. Elle n'est jamais loin. Elle est déjà en train de commenter. Alors, aujourd'hui, on va parler course à pied avec Dans la tête d'un coureur. Je ne sais pas si vous connaissez. J'épingle le live. Tiens, arrive. Et je suis dessus, je le regarde en même temps. C'est de l'Inception. Comment on épingle? Ah voilà, épingler le commentaire. C'est bon. Super. Du coup, sous ce beau soleil et ce déconfinement, aujourd'hui, on va parler course à pied, plus exactement sur le thème de la reprise de la course à pied. Au revoir, Justine. On a reçu beaucoup de questions à ce sujet et donc on va parler avec les pros de la course à pied. Ce n'est donc pas animé non plus par leur animateur dans la tête d'un coureur que je vais bientôt ajouter, qui est déjà là. Alors, je vais l'ajouter. Est-ce que vous connaissez déjà Dans la tête d'un coureur? Hé hé. Eric Bellouz. Qui va nous parler course à pied, qui est entraîneur élite au Stade Français. Hello Fred. Salut, tu vas bien? Où est-ce que t'es toi? Bah tu vois, je suis dans mes bureaux, tout simplement. À voilà. Paris? Exactement. Super. Alors nous aussi, on est dans les bureaux. Tu vois, je suis à la maison Respire avec Justine en rendez-vous. Et je l'ai vu derrière juste avant. Qui suit le live? Qui me surveille de loin. Bon, du coup, comme je disais, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, on va parler course à pied ensemble et reprise de la course à pied, qui est quand même un gros sujet, qui a été un gros sujet pendant le confinement. Est-ce qu'on peut courir? Est-ce qu'on va courir? Et donc, tu es le mieux placé pour nous en parler, puisque donc tu es co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur et entraîneur élite au Stade Français d'athlétisme. Donc, moi qui suis une grande passionnée de course à pied, je suis ravie de faire ce live avec toi. Bah, merci à toi. Moi, c'est déjà merci pour l'invitation et de voir que tu es autant ravi. Bah voilà, c'est parfait. Bon alors, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, nous raconter un petit peu le podcast Dans la tête d'un coureur? Qu'est-ce que c'est? Alors très rapidement, donc tu l'as déjà dit, Fred, ça tout le monde le sait. Alors entraîneur du groupe élite, parce que je suis pas un entraîneur élite, je suis entraîneur d'athlète élite. D'un groupe élite. Voilà, parce que c'est un peu, c'est eux les élites. Malheureusement, ce n'est pas moi, ce sont eux. Et donc co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur qu'on a lancé en décembre, le 7 décembre, date anniversaire, c'est le 7 décembre 2018. Ouais, avec Guillaume et Pierre-Emmanuel. Guillaume qui est le créateur du podcast proprement dit et co-animateur avec moi sur le podcast. Qui doit être là quelque part, on le salue. J'espère qu'il nous écoute, voire même qu'il me surveille un peu, qui sait, pour que je dise pas trop de bêtises. Et donc en fait, on a 2 rendez-vous mensuels, un rendez-vous sur un épisode thématique où Guillaume et moi on échange alors soit sur un sujet qui traite vraiment de la course à pied, soit d'un aspect technique, mais aussi préparation mentale, parce que ça, c'est un aspect qui nous intéresse beaucoup, et également tout ce qui relève de la diététique, du renforcement musculaire, de la récupération, pas simplement finalement l'entraînement pur et dur simplement. Et le deuxième rendez-vous mensuel, c'est une interview. Alors, soit avec une personne qui est directement du monde de la course à pied, athlète de haut niveau, ou alors des gens qui sont connectés, qui pratiquent la course à pied, mais qui peuvent être dans des univers très différents. Par exemple, on a reçu Thierry Marx, le chef cuisinier, qui pratique beaucoup la course à pied. Stéphane Plaza, le fameux l'agent immobilier préféré des Français, qui à l'occasion du marathon de New York 2019. Donc voilà, on a sur les interviews, on essaye de s'intéresser plutôt à l'histoire humaine qu'il y a derrière, plutôt que même quand on reçoit des athlètes de haut niveau, on n'est pas là pour très concrètement échanger sur ce qu'ils font en termes d'entraînement. On l'aborde, mais finalement, on essaye d'avoir un angle assez précis. Finalement, comment eux ils gèrent, comment ils gèrent ça. Si on a un athlète qui a, par exemple, qui a connu un certain nombre de blessures, finalement, comment il a réussi à faire face à tous ces événements, ces imprévus. D'accord. Oui, j'avais vu que vous aviez aussi reçu Major Mouvement, avec qui on adore travailler. Et du coup, c'est vrai que lui aussi, en participant au Half Marathon des Sables. Oui, alors le Half Marathon des Sables, c'est pas un semi-marathon en fait.
C'est bien plus, bien c'est plus. au-delà des 100 Justine pourrait nous en kilomètres, parler. donc voilà. Tout à fait, tout à fait. Du coup, comme je te disais, on a reçu plein de questions et donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez besoin, si vous avez des questions pour Fred sur la reprise de la course à pied, des plans d'entraînement, etc. Il est là pour ça. Donc Fred, je pense comme beaucoup de coureurs, on est allé courir, on n'est pas du tout allé courir, mais en tout cas, notre rythme de course à pied a changé pendant ces 2 mois de confinement. Et là, on a tous qu'une envie, c'est reprendre à fond. Donc, des conseils pour reprendre à fond, mais sans se blesser. Ça va vraiment être ça un petit peu, je pense, le terrain où on va devoir s'entendre sans se blesser. Dis-nous un petit peu, toi, ta vision pour tous les coureurs qui veulent reprendre sans se blesser. Déjà, l'idée, c'est pas de reprendre à fond, justement. C'est vraiment d'y aller progressivement et de prendre en compte l'ensemble des éléments qu'ont pu joncher, notamment cette période de confinement, parce que voilà, certains ont couru d'une manière un peu différente, certains se sont mis à la course à pied, certains en ont profité pour arrêter de courir et peut-être faire autre chose. Et l'idée, justement, c'est de se recentrer sur la pratique même de la course à pied et comment faire en sorte, tu le disais, c'est l'enjeu, comment faire en sorte de l'aborder au mieux, justement pour pouvoir faire de cette période de reprise le fondement finalement de l'année ou de la saison de course à pied qui s'annonce. C'est notamment pour ça qu'avec Dans la tête d'un coureur, on a proposé une offre sur cette thématique précise de la reprise de la course à pied. C'est une offre que vous pouvez retrouver sur training.dltdc.fr. Et d'ailleurs, on va offrir aujourd'hui un pack reprise de la course à pied. C'est un pack complet, c'est pas simplement un plan d'entraînement, c'est aussi des podcasts. Vraiment, il y a 6 podcasts qui sont dédiés à la problématique de la reprise, des fiches thématiques, également un e-books diététique. Donc voilà, et on va poser donc une question durant notre live. Et il faudra donner la réponse. Donc, écoutez bien le live parce que la réponse sera donnée dans le cadre de l'échange qu'on peut avoir. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de pas y aller à fond et de pouvoir justement bien reprendre progressivement. Parce que, comme tu le dis, on n'a qu'une envie là, c'est de lâcher les chevaux. D'accord. Tu disais diététique, musculation, ça compte énormément dans la reprise. En fait, ça compte énormément tout le temps. Et je dirais presque dans la reprise. On va prendre la diététique. On peut avoir, pas forcément tout le monde, mais il y a quand même des études qui ont été sorties sur la période de déconfinement où globalement on a tous pris un peu de poids en moyenne. Alors les hommes ont été moins disciplinés parce qu'en moyenne ils ont pris 2,7 kilos de plus et vous mesdames 2,3. Du coup voilà, c'est parce que aussi, il y avait une dépense physique qui était moindre, il y avait beaucoup de stress et le stress fait prendre du poids. Contrairement, alors il y en a que dans certains cas, les personnes perdent du poids parce que ça leur coupe la faim, mais d'une manière générale, l'hormone du stress, la cortisol, est une hormone qui fait prendre du poids. Donc voilà, on était quand même dans une situation particulière. Donc effectivement, la diététique, elle doit accompagner la reprise de l'activité physique parce que je prends souvent cette image et que je suis pas le seul à la reprendre, c'est que votre alimentation, c'est le carburant que vous allez donner à votre organisme pour vous lui permettre de faire ce que vous lui demandez de faire, tout simplement. Complètement. D'accord. Donc, une alimentation bien saine. On reprend tout ça step by step. Donc, voilà, step by step, c'est vraiment important parce que voilà, c'est comme la course. Il faut pas dire tiens, le confinement est terminé et maintenant diététique stricte. On sait que tout ce qui est privation et qui est de l'ordre un peu du radical fonctionne pas en termes de diététique. Donc, il faut y aller petit à petit parce qu'il faut pas choquer l'organisme. C'est ça. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui dit, paraît qu'il faut autant de jours de reprise que de jours d'arrêt pour retrouver son niveau. Ça fait beaucoup quand même. Du coup, ça ferait qu'on ne retrouve pas son niveau avant 2 mois. Alors, il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent qu'il faut le double du. Il y en a même qui disent qu'il faut le double du temps d'arrêt, ce qui est encore pire. Oui. En fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse qu'on peut donner, malheureusement, très stricte sur la question, parce qu'en fait, ça dépend de la raison de l'arrêt. Est-ce qu'il a été de la manière dont vous avez arrêté, brutalement, pas brutalement, et finalement dans l'arrêt, qu'est-ce que vous avez fait?
tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrêt? Si vous sortez par exemple d'une année sportive qui a été assez remplie et que vous arrêtez de manière très progressive, faut un peu recharger les batteries, que vous êtes très satisfait, et que vous avez passé des vacances très agréables, 2 semaines à Punta Cana, tranquillement, mais en faisant un peu attention à cette diététique. Voilà, vous arrivez reposer, tranquille. Vous avez une reprise professionnelle qui est aussi assez tranquille. Ça va pas se passer de la même manière que si vous avez dû couper brutalement parce que il y a eu le confinement, Type 2 mois de confinement, voilà, et que vous l'avez géré très mal et que vous avez vraiment rien fait. Donc, il y a pas de règle absolue, malheureusement. Après, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens, dites-nous en commentaire, qui se sont mis au renforcement musculaire, au yoga, et que ça, au final, c'est super bon aussi pour le corps et pour la reprise de la course à pied. Moi, par exemple, je suis le premier exemple à faire de la course à pied depuis des années et pas assez faire de renfo, de yoga, d'étirement. Et là, prendre le temps de faire tout ça, je pense que ça peut quand même, dis-moi si je me trompe, aider pour la suite, pour la course à pied. Quoi qu'il arrive, avoir maintenu une activité physique, que ça soit renfo, parce que les cours en ligne se sont multipliés, ça c'était vraiment top. Prendre le temps de faire du yoga ou d'autres activités de ce type-là, genre pilates ou toute autre chose. Évidemment, ça va t'aider parce que tu as maintenu ton corps en alerte, si je peux le dire ainsi, et dans une dynamique d'activité physique. Donc, c'est très positif. Et je dirais même que les activités type yoga ou autres sont très intéressantes parce que c'est des activités où on se centre réellement sur le corps. Et peut-être certains qui sont même sportifs et qui n'avaient jamais eu l'occasion de pratiquer ce type de discipline, ont découvert un peu leur corps. C'est une exploration assez particulière, hein, le yoga. Du coup, voilà, c'est très intéressant. Et évidemment, tu pars avec un plus par rapport à une personne qui aurait vraiment rien fait et qui aurait totalement déprimé et passé ses journées devant la télé ou devant des chaînes d'abonnement de séries à manger des chips toute la journée. Bon, après, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Son yoga, son renfo devant Netflix. Voilà. Exactement. Il y a eu un autre aussi phénomène. J'avoue que j'ai écouté un petit peu dans ton podcast sur la reprise de la course, le phénomène un petit peu anti-coureur pendant le confinement. C'était très mal vu de courir, donc il y en a beaucoup qui ont arrêté. Le gouvernement a beaucoup parlé du running, etc. Ça a fait grosse polémique et on sent dans les questions là que j'ai reçues ou même en général qu'il y a encore des gens qui sont réticents là, vu que c'est la reprise, le déconfinement qui commence, à cette reprise de course à pied et ils ont peur du regard des autres. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Déjà, je leur dirais, mais quelque chose qui vaut par rapport à ça, mais par rapport à tout quand on fait du sport ou même n'importe quelle activité bien au-delà, il faut jamais se soucier du regard des autres. Après, on est dans une situation particulière et évidemment, faut pas faire comme si de rien n'était. Bien sûr. Par rapport à la période de confinement, là, on a la possibilité de s'éloigner un peu de son domicile pour aller courir. Donc, autant privilégier des endroits où il y a de l'espace. Par exemple, pour toutes les personnes qui sont en Paris, notamment sur Paris, privilégier peut-être Bois de Boulogne, Bois de Vincennes. Et lorsqu'on croise des gens, peut-être veiller un peu s'écarter un peu plus que l'habitude, juste pour montrer, on est quand même conscient que notre pratique, elle peut susciter de l'inquiétude chez les autres et on fait un peu attention, montrer qu'on est quand même bienveillant vis-à-vis des autres. Après, il y aura toujours, quoi qu'il arrive, des gens qui sont pas favorables à cette pratique ou à n'importe quelle pratique sportive et qui râleront. Mais globalement, je pense que les gens, ils sont plus dans une forme d'inquiétude. Et si nous, déjà, par la manière dont on pratique la course à pied, on peut les rassurer, dire tiens, je vois quelqu'un qui marche, je m'écarte suffisamment et je le frôle pas comme j'aurais pu le faire avant, ou j'évite de cracher parce que c'est vrai qu'on crache quand on court, faut pas le nier. J'évite de cracher quand je suis à côté de quelqu'un. Voilà, je le fais à un moment où il y a vraiment personne autour de moi et s'il y a des gens et que ça me gêne, c'est pas grave, ça va me gêner, mais autant être plutôt prévoyant et bienveillant et aller dans des espaces qui permettent finalement cette fameuse distanciation physique. Ok. Il y a quelqu'un qui demande, alors intéressant pour le plan que vous proposez dans la tête d'un coureur. Donc le plan que vous proposez sera-t-il adaptable, par exemple, après une coupure estivale? Est-il réutilisable? Oui, tout à fait. En fait, on a fait que ce soit les plans, que ce soit les podcasts, les e-books qu'on a préparés, les vidéos également, qui sont des vidéos de renforcement musculaire, mais spéciales reprise course à pied. On les a conçus
comme un programme de reprise après n'importe quel type de coupure. Donc là, évidemment, il y avait une actualité qui faisait que ça se coordonnait bien, mais ça peut servir, par exemple, sur la fameuse coupure annuelle qu'on va peut-être faire cet été ou plus tard dans l'année. Voilà. D'accord. Ou d'hiver plutôt. Quoique, pour préparer les marathons, c'est plus compliqué. Je vois que Guillaume dit ce soir 1 heure de running après le live. Vous faites vous organisez des runnings, c'est ça? Non, mais peut-être qu'il invite des gens à courir avec lui. Bon, bah, c'est pas encore une pratique. On le lancera peut-être. Ça peut être une idée. D'accord. Mais à l'heure actuelle, je crois que c'est juste lui qui va courir tout seul. Voilà, je pense que vu qu'à l'heure actuelle, on est quand même limité à 10 et que les 10 doivent être à 10 mètres d'écart, si on se retrouve à 50 ou plus, ça risque d'être compliqué. On va éviter les groupes pour l'instant. Nous, on a monté chez Respire un club de running. D'ailleurs, si vous voulez venir avec nous courir, bien sûr, pas tout de suite. Je pense qu'on reprendra pas avant cet été, voire septembre. Mais on se rejoint toutes les semaines à la Maison Respire pour courir ensemble et c'est vraiment très sympa. Alors, on a encore plein de questions, Fred. Tiens, les prochaines courses, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on va le faire, ce semi-marathon en septembre? Est-ce qu'on va le faire, ce marathon en octobre? Est-ce qu'on lance notre prépa là? Alors, très honnêtement, j'ai pas de boule de cristal, donc je suis dans l'expectative comme tout le monde. Le SMI, très honnêtement, ça me paraît juste. Mais après, je pense que à partir du 2 juin, qui est la deuxième étape du déconfinement, on en saura certainement plus. Oui. Dans un autre sens, je me dis que dernièrement, le Premier ministre a annoncé que les Français pourraient partir en vacances en restant en France de manière normale. C'est-à-dire qu'il sous-tend qu'on va autoriser des déplacements et des flux de personnes assez importants et peut-être avec une distanciation physique qui sera plus à respecter. Donc je me dis pourquoi pas les courses de rentrée, mais je pense que quoi qu'il arrive, si elles sont maintenues, elles seront franco-françaises. Oui. Enfin voilà, très honnêtement pour le semi-marathon, je vois pas arriver des flots d'étrangers. Voilà, ça me paraît compliqué. C'est sûr. On se bousculera moins. Exactement. Faut le voir comme ça, il y aura moins de monde. Parallèlement, la Fédération française a publié un nouveau calendrier à partir de septembre de tous les championnats. Donc, on part quand même sur une idée qu'en septembre-octobre, il y aura des compétitions. Alors, peut-être que les très grosses n'auront pas lieu. Certaines ont déjà été annulées. Mais je pense qu'on pourra quand même courir. Voilà, on en saura plus mi-juillet, au 2 juin et voilà la prépa marathon. Si on avait prévu d'aller courir Paris le 18 octobre, bah de toute façon on va l'attaquer mi-juin, fin juin. Voilà. Oui. Quoi qu'il arrive, entraînez-vous, ça va vous faire du bien. Oui. Alors on a plusieurs fois la même question qui revient sur votre plan d'entraînement. Je me demandais si le plan est réellement adapté aux débutants. Alors en fait, on a fait 4 niveaux. 4 niveaux. On s'est un peu arraché les cheveux. Alors plus Guillaume et que moi, parce que moi c'est fait depuis longtemps. Sur vraiment comment orienter et définir les niveaux des personnes. On a déterminé 4 niveaux vraiment et ça va du débutant à l'expert. D'accord. Et vraiment, on a un plan d'entrée qui est vraiment une personne qui ne court jamais, mais qui a quand même capable d'avoir une certaine activité physique et qui souhaite s'y mettre pourra le suivre. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup en plus de nouveaux coureurs qui nous ont rejoints, on va dire, dans la grande team, la grande famille des coureurs pendant le confinement, qui se sont mis, puisque c'était le seul sport autorisé. Donc c'est top que ce soit bien adapté à tout le monde. Encore une petite question sur la remise de la course à pied. Il y a pas mal de gens qui reprennent avec du 5 minutes de course, 1 minute de marche, etc. Qu'est-ce que tu en penses de cette méthode? Alors moi, très honnêtement, je dirais on fractionne de cette manière-là si on n'est pas capable de courir 20 minutes, même à très faible allure. Moi, je conseille plutôt, si vous êtes capable de courir 15 à 20 minutes, faites-le, plutôt qu'entrecouper, de courir un peu plus vite, par exemple faire 5 minutes, marcher 2 minutes 30 et refaire 5 minutes. Bah, essayez de faire un bloc de 15 à 20 minutes, même si sur ce bloc-là, vous êtes beaucoup plus lent que si vous aviez fractionné. Parce que l'important, c'est quand même de se mettre dans une dynamique d'effort continu. Donc vraiment, si vous êtes incapable, et ce qui peut arriver quand on commence vraiment la course à pied, qu'on n'a pas fait de sport peut-être depuis qu'on était à l'école ou qu'on a eu des problèmes de santé, oui, faites-le. Je cours doucement, je marche active évidemment. Mais si vous êtes capable d'aller à 20 minutes en courant, bah vaut mieux réduire votre allure de course pour faire un bloc entier.
Ça c'est parce que voilà, l'idée, c'est quand même d'être sur un effort continu. Mhm. Ok. Et pour ceux qui ont perdu leur motivation, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de courir pendant des mois, des années, et là, ceux qui ont complètement arrêté, comment se remotiver? Comment retrouver cette motivation? Bah, déjà, faut un peu je pense, se questionner, avoir une certaine forme d'introspection et savoir pourquoi on a perdu cette motivation. Mm. Est-ce que, par exemple, est-ce que pendant la période de déconfinement, parce que la situation était stressante, finalement, qu'il n'y a plus du tout de perspective de course, il y en a pour qui c'est le cas. Déjà se questionner et du coup, finalement, se dire après, finalement, pourquoi je cours? Est-ce que c'est vraiment pour faire des courses ou est-ce que c'est pour moi? Et je pense que Oui. du moment où on arrive à se reconnecter à ce besoin, je pense qu'on a tous, parce que même si on aime faire des compétitions, si on n'aime pas la course à pied, on prépare pas de compétition. Voilà, on court quand même. Alors Il y a après, toujours un si but. vraiment on a besoin d'une certaine motivation pour s'entraîner dur, ça je le comprends totalement. Euh, Ça n'empêche pas de courir et de reprendre Mm, tranquillement mm, et mm. de s'y remettre. C'est pas forcément sûr quand vous avez aucune perspective, c'est peut-être pas forcément le moment de se dire bah j'y vais vraiment à fond parce que Ouais. finalement je sais pas trop comment gérer ça. Mais il Mm, faut mm. plutôt se reconnecter, je dirais, à son besoin primaire, à son besoin initial de courir et de faire du sport. D'accord, ouais. Moi, c'est vrai que avant, je courais au moins, tu vois, 12 kilomètres pour mes sorties. Et là, pour la reprise, bah, je suis plus allée dans les 6-8 pour déjà me donner le temps de reprendre. Et pour ne, voilà, pour comme le dit Guillaume, le plaisir avant tout. D'abord, reconnecter avec le plaisir de courir et ensuite d'aller vers des sorties plus longues où là, il faut peut-être un peu plus de motivation. Et C'est sûr. totalement. Et en plus, il faut pas reprendre en reprenant là où vous êtes arrêté. Ça, Complètement. c'est une grosse erreur. Si quand je me suis arrêté, je faisais des sorties longues d'une heure et demie, 2 heures, je ne reprends pas par la même chose, évidemment, parce que en plus, on est dans un tel état que ça nous démotive encore plus. Et l'idée de la reprise, c'est vraiment de nous accompagner pour à un moment reprendre ce rythme qu'on avait avant. Mais si effectivement on faisait 1 heure, voire un peu plus, on faisait ou 10-12 kilomètres avant la coupure. Quand on coupe, vraiment, on reprend pas du tout Ouais. sur les mêmes bases. Hein. Puis on a plus. Ouais, et ça, quel que soit le niveau. Souvent, je prends l'exemple parce que les gens me disent, oui, mais Fred, quand même, moi, j'entraîne des athlètes qui s'entraînent 8 à 12 fois par semaine Ah oui. et qui font des footings à 15 à l'heure pour certains. Mhm. Quand ils reprennent, les 2-3 premières semaines, c'est 3 footings par semaine de 30 à 35 minutes à 11 à l'heure, tout simplement. Tout Donc simplement. voilà, parce que si on reprend sur les mêmes bases que finalement notre meilleur niveau, La blessure. bah, voilà, et oui, d'une la blessure, ça c'est dans le pire des cas, et presque dans le meilleur des cas, c'est une Bien sûr. démotivation totale parce que on Mm, est totalement out. mm, mm. Et puis on n'a plus les mêmes objectifs. Là, au début, enfin, je sais que la team Respire, avant le confinement, on était chaud bouillant pour le semi-marathon. Et du coup, on était super entraînés. Là, je pense qu'on n'a plus du tout le même objectif. On était d'ailleurs, Mais, ouais, mais du coup, vous étiez combien à préparer ce SMI? on était beaucoup. Alors là, sur une team de 17, on était 12 à préparer le semi-marathon. Et j'ai une pensée sincère pour notre responsable développement produit qui s'appelle Beryl et qui allait courir son premier semi-marathon. Et je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, qui s'est entraînée pendant des mois et des mois grâce à cette motivation, tu vois, et des courses. Et donc ouais, c'est un beau moment d'équipe. Mais bon, ça reviendra. Bah, ce Ça n'est que reviendra. partie remise. Ce qui est sûr, Exactement. c'est qu'à un moment donné, on pourra recourir, donc ce n'est que partie remise. Donc si elle a trouvé la motivation Elle pour la préparer ce retrouvera. premier, il y a aucun souci, ça reviendra. Exactement. Alors, j'ai vu une question intéressante. Elles sont toutes intéressantes, bien sûr. Est-ce que cela fait du sens de travailler plus la vitesse et réduire le volume? Pas de semi, station à l'horizon. J'ai pas trop compris la fin. Alors, ouais, alors ça fait du sens si on a déjà bien organisé sa reprise, en Hmm. fait. Parce que voilà, on a quand même une période que nous, c'est notamment le plan qu'on propose, qui est sur 6 semaines, où c'est plutôt une période foncière où on va développer la caisse, comme on dit en course à pied, on met un Ouais. peu de vitesse, mais c'est pas un moment où on travaille réellement la vitesse, le fameux développement de VO2 max ou de vitesse maximale aérobie, de VMA, parce que les intensités sont telles
que l'organisme n'est pas encore préparé à vraiment les affronter de manière à, on va dire, optimiser cet entraînement-là. Donc, il faut d'abord l'accompagner pour après entamer cette phase-là. Après, ça fait du sens, mais ça fait du sens de travailler la vitesse, mais suivant vraiment vos objectifs absolus. Les gens qui ont une âme, par exemple, de marathonien et qui, dès que les premières courses sortiront, s'aligneront sur marathon, oui, de toute façon, ils doivent passer par une phase de développement de la vitesse, mais tout en gardant à l'esprit que leur objectif absolu reste une course de longue distance. Donc, il faut l'intégrer quoi qu'il arrive, quelle que soit la période d'entraînement. Restons sur nos objectifs. Bon, écoute, il y a encore plein de questions sur la reprise, mais j'ai aussi beaucoup de questions sur la course à pied en général. Je vois l'heure qui passe. Déjà, comment commencer la course quand on n'en a jamais fait? C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Comment un petit peu se lancer pour la première fois? Alors, je dirais encore une de manière question de motivation. Non, mais je dirais de manière provocatrice en mettant un pied devant l'autre. Voilà. Non, comment vraiment avec beaucoup de simplicité. Je pense que c'est sincèrement le sport le plus naturel à pratiquer. On n'a besoin de rien. On a besoin évidemment d'une bonne paire de running, de chaussures faites pour la course à pied. Je dirais même si vous n'avez pas un short technique, même pas un t-shirt, vous avez un t-shirt en coton, ça suffit. Enfin, moi à l'époque, quand j'ai commencé la course à pied, il n'y avait pas tous ces t-shirts-là. On courait avec des t-shirts en coton, voilà, c'est comme ça. Et avec les chaussettes qu'on portait au quotidien, on n'avait pas les petites sockets de running spéciales. Alors, si vous en avez, c'est très bien, évidemment. Moi, je cours avec maintenant. Mais tout ce dont on a besoin, c'est une paire de chaussures adaptées et de trouver un endroit qui est agréable. Parce que si on n'a jamais fait de sport, ou qu'on se met vraiment à la course à pied, autant trouver un endroit qui soit plutôt agréable, un sous-bois, des berges par exemple, des berges de Seine en région parisienne. C'est quoi ton endroit préféré, toi? Moi, mon endroit préféré, j'en ai tellement, c'est compliqué. Alors moi, j'aime beaucoup le bois de Vincennes. Mais qui est plus forcément dans ma zone actuellement. Ouais. Et en région parisienne, il y a un super endroit qui s'appelle la forêt de Marly. Alors, les trailers connaissent plutôt parce que il y a pas mal de dénivelé. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les endroits nature. En fait. D'accord. J'aime beaucoup les endroits nature parce que c'est justement important et notamment quand on débute d'aller courir sur sol souple. Sur sol souple, c'est-à-dire éviter les sols bitumés, bétonnés, parce que les chocs seront plus durs. Et quand on ne sait pas, entre guillemets, forcément courir, il faut le temps d'apprendre vraiment à courir pour pas générer trop de chocs qui pourraient avoir des conséquences sur vos articulations notamment. Après, une fois qu'on sait courir, de toute façon, on se confronte au bitume parce que en même temps, des fois, on est obligé de manière très concrète, mais privilégier les sols souples. Puis c'est bien plus sympa de courir dans des bois. Moi, j'adore le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, effectivement, que en bas de ta rue. Ça, c'est sûr. C'est plus motivant. Oui, puis ne serait-ce que par rapport à la problématique de pollution, faut pas la négliger non plus, quoi. Voilà. C'est sûr. J'ai une autre question qui est assez intéressante. Comment bien respirer? Est-ce que Justine va nous aider? Elle est toujours en réunion, elle pourra pas nous aider. Comment donc bien respirer en course à pied et éviter les points de côté? Alors ça, c'est vrai que c'est un problème. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. Non, le point de côté, c'est ça qui est assez particulier, c'est que le point de côté, c'est quelque chose que tout le monde connaît et finalement, les raisons de sa survenue sont finalement pas si claires que ça. Souvent, on vous dit que si on a mangé, qu'on est en pleine digestion, qu'on a mangé moins de 3 heures avant de courir, on aura un point de côté, ce qui est un facteur favorisant. Mais des fois, on a bien respecté le protocole, des fois, on a un coureur aguerri et du coup, on a un rythme respiratoire qu'on maîtrise et on a quand même des points de côté. Le point de côté, en fait, c'est un engorgement de sang à un niveau, juste au niveau d'une veine cave sous les poumons. Là, je vais zapper tout de suite sur le côté technique. Et en fait, il n'y a pas concrètement de manière absolue de l'éviter. Par contre, ce que vous pouvez faire quand il survient, c'est avoir une expiration forcée, c'est-à-dire vous expirez en appuyant en même temps sur la zone qui vous fait mal, la zone du point de côté. Ça peut être une aide. Vraiment, ou par exemple souvent on a le point de côté sous les côtes, donc vous expirez en contractant les abdos, tout simplement. Et on appuie dessus. Voilà. Et après, comment bien respirer quand on court? Votre rythme il va se faire de manière très naturelle. Voilà. Après, vous le verrez au fur et à mesure que vous courez, vous adopterez, mais commencez pas à vous dire je dois respirer tous les 2 temps, tous les 3 temps.
mettez-vous pas des choses comme ça. Moi, on me pose souvent la question, tiens Fred, comment je dois respirer quand je cours? Voilà, c'est comme l'organisation corporelle, ça se fait au fur et à mesure et ça vient. Quand vous débutez, sincèrement, ne vous posez même pas la question. Il y en a, ils vont vous dire, faut respirer par la bouche, par le nez, respiration abdominale. Oui, quand on commence à être un peu aguerri, on commence à se poser ce genre de questions. Au début, voilà, moi je connais des gens qui respirent par le nez. Moi, je suis incapable de courir même un footing à 8 à l'heure sans ouvrir la bouche. Pourtant, je cours depuis des années. Enfin, ça fait 30 ans que je cours. Je cours toujours la bouche grande ouverte. Voilà, c'est comme ça. Chacun son truc. Encore une fois, tout le monde est différent. Exactement. Donc, n'écoutez pas les conseils. C'est vrai que moi aussi, plein d'amis, alors que je suis pas du tout qualifiée pour leur dire, comme ils savent que je cours beaucoup, me demandent ça. Comment est-ce que tu respires? Bah, j'en sais rien. Chacun, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je leur dirai, c'est promis. Alors, on a une question qui est beaucoup revenue. Courir tous les matins, est-ce que c'est bien ou trop fréquent quand on pratique? Et est-ce que ça permet de travailler l'endurance? Des petits runs, mais très, très fréquents. Est-ce que ça aide? Alors, que ça soit le matin ou le soir. Ou d'ailleurs, matin, soir, détail. C'est la fréquence. La fréquence, évidemment, elle a un impact sur votre endurance et votre capacité à gérer finalement les distances et les efforts continus. Donc, par exemple, il sera préférable, et c'est souvent ce que je dis, à des personnes qui courent, par exemple, disons, on va prendre un cas type 1h30 par semaine. Vaudra mieux faire 3 footings de 30 minutes dans la semaine qu'une sortie le dimanche d'1h30. Ça sera bien plus profitable. Ça c'est clair et net. Parce qu'en fait, on est dans un phénomène d'addition. C'est la répétition, l'addition de la charge de travail qui va faire que. Et il faut qu'il y ait une certaine régularité. Donc, régularité et fréquence, évidemment, ça va vous aider à progresser. Après, courir tous les matins, voilà, si vous aimez ça, vous privez pas. Enfin, moi, je suis pas là pour dire aux gens, s'ils aiment, qu'ils en profitent. Par contre, il faut toujours mettre quand même en rapport le volume global que vous avez d'entraînement sur la semaine avec vos réels objectifs. Bien sûr. Tout simplement. Mais vraiment, pour avoir des effets physiologiques, au bout d'un moment, il faut au moins courir 35 minutes. Donc, si c'est juste courir 20 minutes, de temps en temps, vous pouvez faire un veille musculaire, mais il vaudra mieux peut-être courir une fois sur deux, mais en allant à 35-40 minutes. Ça sera très bien. Ça commence à être efficace à 30 minutes. Ouais, 30-35 minutes, ouais. Ça, en général, on le dit pas trop aux débutants. Ça les motive pas trop. Mais exactement, parce qu'il faut déjà y arriver aux 35 minutes. Sûr. Voilà, donc déjà, courir pour certaines personnes 15 minutes, bah, ce sera une première étape, ça sera 20. Et une fois qu'ils arriveront à 20, ça sera 25. Augmentez progressivement. Vous dites pas, bah tiens, j'ai entendu Fred qui a dit 35 minutes, c'est à partir de là qu'il y a les effets. J'y vais, non. Si vous n'avez jamais couru, non. Voilà. Petit à petit, augmenter toutes les semaines, petit à petit, plus de 500 mètres. Voilà. Au revoir, Jessie. Ouais, très important, très important. Alors, oui, on parlait tout à l'heure équipement. On a eu donc comment bien choisir ses chaussures de running et ta marque préférée, vos marques de chaussures préférées. Encore une fois, c'est assez personnel comme question. Alors, c'est clair, c'est difficile de dire. Je dirais là aussi, je vais faire une réponse simple, mais qui est tellement réelle. Comment bien les choisir? En les essayant, tout simplement. Oui. Chaque marque a son chaussant, c'est-à-dire sa manière d'entourer le pied. Il y en a qui sont plus ou moins larges, il y en a qui vont être larges au niveau de l'avant du pied et fins au niveau du talon. L'autre, ça va être l'inverse. D'autres marques vont être plus fines tout le long du pied. Voilà, donc comment bien choisir ces chaussures? Très sincèrement, les essayant en fonction de notre pratique aussi. Si on est plus sur un profil course nature, on va plus s'orienter quand même sur des chaussures qui ont un peu de grip, c'est-à-dire des semelles qui sont plus faites pour ce type de revêtement de sol. Après, quand on commence la course à pied, aller sur des modèles assez classiques. Chaque marque a ses modèles, donc je vais en citer quelques-unes comme ça, voilà, parce que moi j'ai aucune expérience dans aucune marque. Mais par exemple, chez Adidas, il y a la toute nouvelle SL20 qui convient assez bien à des coureurs, on va dire qui débutent. Chez Nike, c'est la Pegasus. Chez Mizuno, ce sera la Wave Rider. ASICS, ça sera la GT. C'est des modèles assez classiques qui sont assez universels. Après, il faut, parmi ces modèles, trouver celui qui nous convient. Prenez pas des chaussures qui amortissent trop, mais si vous débutez… c'est avec le gros…
Trop d'amorti, c'est Trop de voilà, semelles? voilà, c'est quand vous aurez trop de semelles, que la D'accord. chaussure sera trop lourde. Sincèrement, voilà. Après moi, ce Pour n'est les mâles de uniquement genoux, c'est pas bon les voilà. amortis. Ouais. En fait, plus tu vas avoir d'amorti, plus ton corps va se reposer sur l'amorti de la D'accord. chaussure. Donc plus tu vas enlever de travail de pied, notamment de travail de Hmm. réactivité et de renforcement de l'ensemble des chaînes musculaires qui interviennent dans l'amortissement. Après, commencez pas non plus tout de suite. Alors moi, c'est mon conseil. Hein, certains hurleront quand ils m'entendront, je le sais. Mais ne commencez pas non plus par des chaussures minimalistes, parce que il faut déjà avoir une certaine approche de la Hmm, course, à hmm. mon sens, pour aller directement sur ce type de profil. Choisissez des modèles intermédiaires qui, classiquement en termes de poids, vont être entre 250 et 280, D'accord. 290 grammes. Voilà. Tu dis ça, les chaussures minimalistes, tu dis ça parce que de plus en plus de gens en utilisent. Je m'en rends pas compte. C'est. Il y a eu, très honnêtement, il y a eu une grande mode à une époque, à l'époque de la sortie de l'ouvrage Born to Run. Mhm. Voilà, vraiment parce qu'on parlait de ça. Donc là, il y a eu une énorme vogue. On revient beaucoup dessus. D'ailleurs, on Ouais. voit que les derniers, notamment le dernier modèle d'une fameuse marque à la virgule, est tout l'inverse de la chaussure minimaliste, avec une semelle particulièrement imposante et énorme. Mais même avant ça, on était quand même revenu sur cette idée-là. C'est chacun doit trouver le modèle qui lui convient. L'idée étant de rester quand même intermédiaire. Voilà, si on a une pratique un peu intermédiaire, d'avoir une chaussure qui soit Mhm. intermédiaire, qui serve qui soit assez dynamique pour faire des entraînements un peu rapides, mais qui amortisse assez aussi si on fait quelques sorties longues. Voilà, tout le D'accord. monde n'a pas forcément l'utilité d'avoir une paire de chaussures par type d'entraînement. Ok. Et à changer une paire de chaussures, ça change tous les 800 kilomètres, à peu près? C'est entre 500 et 1000 suivant les modèles. Voilà. Entre 500 et 1000. On est là. N'oubliez pas de les changer. Voilà, certains modèles de pointe ne dépassent la plaque de carbone ne dépasse pas les 250 km, voilà, tout D'accord. simplement. Moi, j'avais entendu par mon kiné qu'une paire de chaussures, quand t'en achetais une nouvelle, pour passer de ton ancienne à ta nouvelle, il fallait pas faire une transition totale d'un coup. Il fallait une fois faire une sortie courte avec ta nouvelle paire de chaussures, puis une sortie un peu plus longue avec ton ancienne, et y passer vraiment progressivement. Bah, c'est un conseil fondamental et c'est un très bon conseil que tu as donné ton kiné, parce que voilà, il donne pas toujours des bons conseils, mais là, faut quand même Mm. dire que Et c'est il un est très bon. excellent conseil. Il est génial. En tout cas, sur cette question-là, il est parfait, parce qu'effectivement, on a modelé la chaussure à notre pied. Mais quand on va prendre une chaussure nouvelle, même si c'est le même modèle, la même marque, la même pointure et que rien n'a changé, ça va pas être la même chose. La chaussure, elle s'est pas encore adaptée à vos particularités et à votre pied. Donc, quand vous allez la mettre, vos appuis vont changer. Donc, il faut y aller progressivement. Sinon, hop, toutes les La informations blessure. qui viennent du sol, ça peut générer des gènes et voir des petites douleurs et évoluer sur une blessure effectivement. Donc, alterner progressivement. Moi, souvent, même, je donne le conseil, avant même de faire un run avec une nouvelle paire de chaussures, mettez-les une demi-journée et marchez avec. Ah bah voilà, c'est Après, ce ne les qui. mettez plus, après, ne les mettez plus jamais pour marcher. Une chaussure pour courir, vous courez avec, point trait. Mais avant même d'avoir un premier run avec, Mm, mm, et le mm. premier run, ça sera un petit run tranquille, 30, 40, 45 minutes. Ce sera pas tout de suite votre sortie longue ou votre sortie un Exactement. peu rythmée. Mm, Voilà, mm. vous la mettez pour vos footings. La chaussure qui est un peu usée, vous la gardez pour vos séances et progressivement, comme tu dis, sur 2, 3 semaines glissantes, Mm, mm. vous basculez totalement sur le nouveau Ouais. modèle. C'est marrant parce que tu vois, moi, ça fait des années que je fais de la course à pied et c'est la première fois que j'entends ça. Donc, Bah, surtout, voilà. n'oubliez pas ça, très Et du coup, important. soyez encore plus prudent si en plus vous changez de modèle et de Complètement. marque, de même modèle et de marque, soyez En encore plus plus, prudent et plus vigilant. Ouais. très prudent, très prudent. Bon ou mauvais de courir avec de la musique dans les oreilles pour la performance? Qu'en Ni penses-tu? l'un- Musique, podcast. Alors, écoutez les très bons podcasts de course à pied. Qui sont super. C'est excellent pour la Qui sont performance. tellement motivants pendant les, non, non, qui sont tellement motivants pendant les sorties longues. Alors, très Ah, ça. honnêtement, il y a des études qui ont été menées sur l'effet de la musique sur la performance. Ouais. Les choses sont pas si claires que ça. Sur des efforts, pardon, très courts et très intenses, ça peut jouer. Sur un marathon entier, même si vous avez une musique très motivante, vous aurez des moments où vous serez dans le trou, vous aurez des moments un peu où vous serez surexcité.
sera finalement pas tant d'impact que ça. On l'entendra même plus la musique. Voilà, dans certains moments, ça peut vous aider et on réagit tous différemment. Moi, je sais que je peux en écouter quand je fais un footing, quand je suis en séance, j'ai besoin d'être à l'écoute de mon corps pour pas être notamment sur des faux rythmes. Et quand je suis dans le dur et que je suis fatigué, ça a tendance à m'énerver. Voilà. T'as envie de couper la musique. Voilà. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que si vous écoutez de la musique ou vous écoutez des podcasts en courant, si vous êtes en milieu urbain, adoptez ces nouveaux casques à conduction osseuse qui sont top. Parce que en fait vous entendez les bruits extérieurs et là c'est vraiment une problématique de sécurité. Moi j'ai essayé, c'est vraiment bluffant parce qu'on entend vraiment le son, mais on entend tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous arrivez à un feu rouge, il y a une voiture qui arrive derrière, vous l'entendez arriver. Et ça c'est un gros risque. C'est que si vous avez des écouteurs et que par exemple une musique est vraiment motivante, on a tendance un peu à la pousser à fond. Vous allez peut-être être tellement dans votre bulle que vous allez plus du tout faire attention à ce qui se passe ou aux bruits extérieurs qui sont aussi des signaux. Donc voilà, si vous aimez quand même écouter de la musique, c'est comme quand on conduit, on met pas un casque pour conduire, c'est interdit d'ailleurs. Si vous courez, soyez vigilants à ça. Donc ça s'appelle comment ces écouteurs? Alors c'est des Trex, c'est des conducteurs à conduction osseuse. C'est une marque qui a développé le principe qui s'appelle Trex. Et c'est vraiment top. Sincèrement, c'est super efficace. C'est bluffant. Moi, j'y croyais pas au début. Je pensais que c'était juste un argument commercial. Vendeur, commercial, marketing. Ouais. Mais voilà, j'en ai acheté un pour essayer et c'est vraiment bluffant. Ouais, en tout cas pour ceux qui aiment écouter en courant et qui sont en milieu urbain ou même en dehors des milieux urbains, parce qu'on peut être à la campagne, mais il peut aussi y avoir des véhicules qui circulent. C'est vraiment très sécure. C'est ça, en fait. D'accord. Donc, si vous voulez courir en toute sécurité en écoutant le podcast, parce que selon Guillaume, avec Dans la tête d'un coureur, tu gagnes 10 minutes sur 10 kilomètres, ce qui est pas mal du tout, hein. C'est un bon début. Donc, n'hésitez pas et puis, sécurité quand même. Une dernière question. Je vois l'heure qui file. C'est sur les blessures. Comment faire quand on a des genoux douloureux? Alors, j'ai l'impression, moi, dans la team Respire aussi, on est, je pense, sur les 12-13 coureurs, au moins 7 ou 8 à avoir des problèmes de genoux. C'est quand même fou. Je dirais que c'est fou et que ça l'est pas. Il faut déjà savoir pourquoi vous avez mal au genou. En fait, tout simplement. Est-ce que il y en a et ça peut être le cas chez certaines personnes, un problème de malformation, tout simplement. On est morphologiquement constitué d'une certaine manière qui font que c'est plus douloureux. Est-ce que la musculature autour du genou est suffisante? Parce qu'en fait, ça vaut pour toutes les articulations du corps et notamment chez le coureur des membres inférieurs. C'est que lorsque la musculature n'est pas suffisante, c'est les articulations qui vont prendre. Est-ce que votre technique de course, elle est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne? C'est-à-dire bonne, Est-ce qu'elle est optimale par rapport à votre morphologie? Ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Est-ce que, par exemple, si on parlait de l'équipement, est-ce que vous avez besoin de semelles? Il y a certaines personnes qui ont besoin de semelles et rien que le fait de porter des semelles, ça va les aider à avoir une foulée plus efficace. D'autres, simplement, travaillant un peu la technique de pied via des petits exercices de gamme. Et là, du coup, je renverrai, désolé, au podcast, un des premiers podcasts qu'on avait fait sur optimiser sa foulée. Ça aide beaucoup aussi, mais il y a aussi tout l'aspect renforcement. Parce qu'à un moment, quand le muscle ne peut pas faire face à la charge, à la pression qui est exercée sur lui, ça se répercute sur les os, notamment sur les articulations, tout simplement. C'est pour ça que une blessure qui est très connue dans le monde de la course à pied, qui est la périostite, évolue chez certains en fracture de fatigue. Parce qu'à un moment, à force d'être sursollicité, le périos ne peut plus, et du coup, c'est l'os du tibia qui prend le relais. Et du coup, là, il aime moins. En parlant périostite, on a une de mes amies qui dit « Les périostites, comment s'en débarrasser? 3 ans de blessure. » C'est vrai que ça fait 3 ans qu'elle enchaîne les périostites. Bon, après, j'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle, mais bon. En fait, c'est trouver la cause. Tout simplement trouver la cause. Une fois que tu trouves la cause, tu peux traiter la cause. C'est-à-dire que c'est comme toute blessure, c'est comme toute maladie. Si tu traites juste le symptôme, tu vas guérir ponctuellement. Parce que tu manges mal et tu as toujours le ventre lourd. Si tu prends quelque chose pour mieux digérer, tu vas mieux digérer, mais si tu manges toujours aussi mal, le problème il va revenir.
il y a une problématique de la périostite, et ça, il faudrait qu'elle voie avec un posturologue, parce que ça, c'est bien. C'est de voir comment elle pose son pied. Les gens qui ont un pied qui glisse dans l'avant de la chaussure, qui va buter, ont souvent beaucoup de problèmes de périostite. Alors que si on a un pied qui est plus dynamique et qui va plutôt réagir au sol, déjà, on élimine une cause. Après, faut voir le reste, hein. C'est pas la seule et unique cause possible. Mais revenir à l'origine, pourquoi ça se manifeste. D'accord. Bon, bah écoute, super. Bon, on finit sur un sujet, un des sujets les moins gais de ça, les blessures, parce que la course à pied, forcément, on en trouve souvent des blessures, mais bon, c'est pour ça qu'on se soigne et ça nous rend encore plus fort. Moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé que les blessures rendaient encore plus fort. Quand tu reviens, tu as tellement envie de tout donner, tu as tellement appris de ta blessure, tu donnes encore tout plus à fond et tu fais encore plus de belles performances. Bah, c'est surtout ça l'enjeu. Quand tu te blesses, c'est savoir pourquoi la blessure est survenue et comment faire en sorte qu'elle survienne plus et qu'est-ce que ça t'a appris aussi sur la gestion de cette période-là. Apprendre à écouter son corps. Très important. Exactement. Ah, ça, on me l'a beaucoup répété parce que j'enchaîne les périostites et les problèmes de genoux. Donc, je l'écoute et du renforcement musculaire pour tout le monde, des semelles, pas pour tout le monde, pour ceux qui en ont besoin. Et voilà. Écoute, il est déjà 17h48. Ce live va bientôt toucher à sa fin. Fred, merci beaucoup. Je crois que je pourrais t'écouter pendant des heures parler de course à pied et je pense que tout le monde ici, vu le nombre de commentaires qu'il y a eu, serait prêt à t'écouter pendant des heures. N'hésitez pas à retrouver les podcasts de Dans la tête d'un coureur un peu partout sur les, on dit comment, les streamings. Je crois que c'est ça. Ouais, on est sur tous les sites, toutes les plateformes. sur toutes les plateformes d'écoute de musique, de podcast, Spotify, Deezer, iTunes. On est aussi sur YouTube pour ceux qui ne souhaitent pas avoir d'abonnement ou qui sont pas connectés à ces plateformes-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, moi j'ai une petite question parce qu'on a dit qu'on faisait gagner un pack. Quand même, il faut dire quelle était la question. La question, c'était combien de personnes de la team Respire devaient participer au semi-marathon de Paris. Donc, sur 17 personnes, combien de personnes? Voilà. Donc, combien de personnes? Donc là, c'est un pack reprise de la course à pied gratuit. Donc, profitez-en, d'autant que nous, la mise en ligne et l'offre se termine dimanche soir. Donc, celles et ceux qui veulent également en profiter, bah voilà, ça, on est dans la dernière ligne droite. Donc voilà, profitez-en tous et voilà. Et merci à toi. Et n'écrivez pas ici, c'est sur le commentaire, sur le post qu'il faut aller l'écrire. Donc voilà. Moi, j'ai juste une toute petite dédicace. J'en profite déjà pour remercier Justine de me faire confiance et de m'avoir permis d'animer ce live et de partager ma passion de la course à pied avec toi. Et féliciter tous les gens aussi qui se sont mis à la course à pied et qui continuent. Après le confinement, moi, je sais que j'ai beaucoup coaché mon papa qui s'est mis à courir pour une des premières fois et avec qui je suis allée courir toutes les semaines, 2-3 fois, 5-6 kilomètres et ça a été hyper progressif. Donc bravo à tous et surtout ne lâchez rien. Bah, exactement. Voilà. Et je me joins à ta dédicace et moi j'ai trouvé que ça a été un moment assez. Alors, il y a eu des moments dans ce confinement qui étaient assez pénibles, mais ça fait partie des belles choses, je trouve. Toutes ces personnes qui se sont mises au sport. Ouais. Donc on espère les voir au début de belles courses qui vont arriver, ne rien lâcher, continuer l'entraînement. Et puis dès qu'on pourra, venez courir avec nous à la Maison Respire. Il y a un groupe de course à pied qui s'appelle le Respire Running Club sur Facebook. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà. Et découvrir tous les bons moments qu'on passe ensemble. Fred, merci beaucoup. Bah, merci à toi. À bientôt. Bah, à très vite, ouais. Et puis, passe une bonne soirée. Merci Guillaume aussi, que je vois commenter tout le temps. Salut. Salut, merci. Tout le monde.